Bienvenue à tous. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom voor deze masterclass met Fabrice Duels et Louis Danvers. Au nom de Cinémathèque et de Flagey, je vous souhaite la bienvenue. Cette masterclass prend place dans le cadre d'un cycle qu'on l'on consacre au travail de Fabrice Duels, cinéaste. Son nouveau film Adoration est sorti ici au studio Agnès Varda et il est encore visible jusqu'au 16 février. C'est à cette occasion-là qu'on a décidé de remontrer la plupart de ses films, la plupart de ses longs métrages et un court métrage. Alors, un détail technique, c'est qu'à la fin de la masterclass, je vous inviterai, même si vous souhaitez voir Alléluia et que vous avez déjà votre ticket, on sera obligé de sortir et puis de rentrer. Question de ticketing pour Alléluia. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler aussi que Fabrice présentera spécifiquement son film Calvaire le 10 février, ici, dans le cadre de cette rétrospective. Alors à présent, je vais céder la parole au modérateur de cette soirée, à l'animateur Louis Danvers. Vous connaissez certainement si vous suivez les activités de la Cinémathèque et si vous lisez la presse cinématographique en Belgique. Et Fabrice Duels, je vous demande de les accueillir. À tout à l'heure. Merci André. Bonsoir. Voilà, je vais quand même dire un petit peu, j'ai plus présenté, mais dire mon plaisir de pouvoir faire cette masterclass avec ce monsieur que je considère comme très certainement le plus radicalement singulier et le plus singulièrement radical de nos cinéastes. On va peut-être commencer par le tout début, pas le début de carrière, mais moi j'aimerais bien savoir quel est votre premier souvenir de cinéma. Vraiment le tout premier film que vous vous souveniez avoir vu, enfant j'imagine. Bah ça c'est une question un peu piège. J'ai des souvenirs. Je pense que je ne sais plus exactement quel film m'a marqué, mais je crois en tout cas me souvenir d'une impression très très forte en ayant vu Pinocchio, Les Enfants Perdus et toute la partie dans le ventre de la baleine. Ce sont des choses qui m'ont profondément marqué enfant. J'ai été mis en pensionnat très tôt et je n'ai pas eu la possibilité d'aller beaucoup au cinéma quand j'étais enfant. Je pense que j'ai découvert Pinocchio, j'ai dû le voir avec ma mère probablement un jour. C'était l'époque au cinéma. Je sais que ça m'a marqué. Mais sinon, le reste des films que j'ai pu découvrir, c'était au ciné-club du pensionnat. Et là, c'était principalement des séries B, des supercoptères ou des trucs, les 12 salopards ou des choses comme ça. Enfin, c'était des films très populaires et très grand public. Mais voilà, je pense que vraiment Pinocchio a été quelque chose de très important. Ensuite, en allant un peu plus tard, quelle est la première violente émotion de cinéma, mais vue comme mince, voilà le cinéma, voilà ce que ça peut donner, voilà ce que... D'abord, il y a la dimension fétichiste, c'est-à-dire que très vite, je me suis pris de passion pour le cinéma. Encore une fois, j'étais en pensionnat, je pouvais rentrer le week-end et ma mère me permettait d'aller louer des VHS. C'était l'époque des vidéoclubs. Et donc, compulsivement, je me souviens, le samedi matin, ma mère m'accompagnait, j'allais au vidéoclub et j'étais toujours fasciné par le rayon horreur et le rayon porno. J'étais absolument attiré par toutes ces jaquettes, ces monstres, tout ça éveillait étroitement, fortement, fiévreusement en fait mon imagination. Et je prenais un peu tout ce que je pouvais trouver. Donc j'ai vu des choses absolument dans tous les sens. Beaucoup de films de la Hammer, beaucoup de western spaghetti, ça m'a éveillé à plein de choses. Mais je voyais tout et un peu n'importe quoi et pas forcément dans l'ordre et de manière un peu
ouais, compulsive. Et puis j'en parlais avec mes copains parce qu'il y avait 2-3 copains en pensionnat. On partageait un peu la même. En plus, c'était des pensionnats de garçons, donc on voyait pas les filles. Donc dès qu'on rentrait dans ces vidéoclubs, c'était tout de suite un pan qui s'ouvrait vers quelque chose de torride, de fiévreux. Encore une fois, ces jaquettes avec ces femmes nues, ces monstres, tout ce sang. Enfin, c'était quelque chose qui me fascinait, quoi. Donc je pense que j'avais vraiment un truc très très fétichiste par rapport à ça. D'ailleurs que j'ai toujours, hein, je me suis jamais complètement remis de ça, mais je crois qu'il y a eu un avant et après Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que Massacre à la tronçonneuse a été un tel choc pour moi, j'étais pantelant, quoi. Je n'en revenais pas. Et encore, il y a toujours ce grand débat sur la salle, Netflix, voilà, tout ça. Moi, je suis un enfant de la VHS. Tout un pan de ma cinéphilie, je l'ai découvert par la VHS, donc une petite télé, pas très bien. Enfin, c'était pas du tout comme c'était aujourd'hui, quoi, comme c'est aujourd'hui. Mais Massacre à la tronçonneuse, en fait, j'étais c'était pratiquement, j'étais en immersion. En fait, je sentais, j'étais témoin et j'étais impacté viscéralement, organiquement, dans tous mes sens. Et je pense que ça a été véritablement un changement profond de conception, j'ai visualisé les choses autrement. Et donc ça m'a amené en fait à beaucoup de choses. Ça m'a amené à Rimbaud, ça m'a amené à Hitchcock, ça m'a amené à Buñuel. Enfin tout ça m'a... C'est-à-dire que je me suis profondément intéressé après au lent et dérèglement de tous les sens. Et ça c'est quelque chose qui m'accompagne encore toujours aujourd'hui. Le film est d'ailleurs programmé, Massacre à la tronçonneuse, dans le cadre de votre carte blanche. Oui, parce que Massacre à la tronçonneuse, encore une fois, c'est un film aujourd'hui qui est complètement réhabilité, hein, comme dans ce grand exercice de réhabilitation que la Cinémathèque française fait. La SRF, hein, on voit bien, Toby Hooper a été invité pour les 40 ans de Massacre à la tronçonneuse à la quinzaine des réalisateurs, comme ils ont fait pour Carpenter maintenant. Donc on réhabilite un peu tous ces gens. On a fait une séance à Beaux-Arts. Avec Carpenter Ah non, avec Toby Hooper. Ah bah oui, Massacre à la tronçonneuse, dans la salle de bœuf. Hein. Formidable. Bah, j'y étais pas, j'ai bien tort. Mais j'ai perdu mon idée, excuse-moi Louis. Non, non, mais c'est-à-dire que le film a été réhabilité, mais à l'époque, il y avait vraiment une vraie hostilité pour ce film. Les gens considéraient que c'était de la pornographie, que c'était un film tout à fait méprisable en fait, absolument méprisable, alors que c'est une grande œuvre d'art, hein, en fait, qui fonctionne. Il fonctionne à tous les niveaux. Il fonctionne d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que c'est une licence absolument incroyable que Hollywood utilise, réutilise sans arrêt. C'est un film qui a été au MoMA, très vite d'ailleurs. C'est un film qui était à la quinzaine de réalisateurs à l'époque. Bon alors après beaucoup de gens parlent de Toby Hooper. Est-ce que c'est l'homme d'un seul film? Voilà, ça c'est un peu le débat. Mais en tout cas, quel film? Ce film a changé ma vie, véritablement. Avant de revenir à mes questions un peu chronologiques, je saisis au passage 2 mots que vous utilisez à propos de Massacre à la tronçonneuse et qui sont des mots qui, moi, me viennent assez spontanément quand je dois écrire sur vos films. C'est le mot organique et surtout le mot viscéral. Ce sont des choses, là, vraiment, dans lesquelles vous vous retrouvez dans votre propre travail, même s'il n'a rien à voir avec Massacre à la tronçonneuse. Non, mais en tout cas, oui, mais je le fais pas exprès, organique et viscéral. Organique parce que je travaille en Super 16 ou en argentique le plus souvent, et que je pousse parfois loin l'argentique. À 21h, il y a Alléluia. Là, on a vraiment poussé très très loin l'argentique dans ce qu'il a de plus poisseux et de plus viscéral. Mais organique parce que je considère, moi, mais j'ai pas raison, hein, c'est ma conception en tout cas du cinéma, c'est que c'est un art alchimique, c'est un art de transformation, c'est un art organique. Donc je pense que le voyage, la transformation en fait du papier en sentiment, en empathie ou détestation, en tout cas, ce voyage-là m'intéresse. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément poétique dans l'argentique. C'est-à-dire que l'argentique permet en tout cas de malmener la pellicule, de malmener, d'avoir des accidents. L'argentique permet en tout cas
le hasard permet d'imprimer quelque chose. En fait, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que les cinéastes traquent véritablement? C'est l'indicible. C'est l'indicible, c'est ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'âme qu'on ne voit pas. Et donc c'est ce qu'on traque tous. Enfin, quand on est un cinéaste digne de ce nom, à mon avis, je veux dire, c'est ce qu'on traque. Donc c'est l'indicible. Et ben l'indicible, à mon avis, s'inscrit mieux en organique, en argentique, qu'en numérique. Après, il y a l'aspect esthétique. L'aspect esthétique, c'est que personnellement, je continue de penser que les rouges, les couleurs primaires sont toujours plus stables et plus pures dans l'argentique. Le numérique nous a fait basculer dans un autre monde, qui est un monde globalisé, qui est un monde infernal. Qui est un monde pour lequel j'ai de plus en plus de détestation, mais ça c'est personnel, c'est-à-dire que je vois bien que je résiste à ce monde-là, comme je peux avec mes petits bras, mais je résiste, parce que c'est un monde qui ne m'intéresse pas. En même temps, je vois bien mes enfants, ils vont devoir affronter ce monde-là et s'inscrire dans ce monde-là. Mais c'est un monde qui perd... il y a encore un siècle, la poésie existait. Alors, je veux pas faire de la poésie bébête, mais l'acte poétique me paraît fondamental, en fait, à notre survie, à notre humanité, à ce que nous sommes. Et le digital asphyxie un petit peu ça. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Il y a des gens qui utilisent très très bien le numérique. On peut penser à Fincher qui utilise le numérique avec génie. Mais en tout cas, moi, dans ma démarche de cinéaste, l'argentique est fondamental. Je reprends un peu ma chronologie. Quel a été le moment où le cinéma est devenu le désir d'en faire? Comment est né le désir d'en faire? Et ensuite, dans la foulée, ou pas dans la foulée d'ailleurs, à quel moment et de quelle manière c'est devenu plus qu'un désir, mais une possibilité? Ça a toujours été un désir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit... En fait, ce qui me fascinait c'est pour ça que je voulais être comédien quand j'étais gamin, parce que je voyais des acteurs jouer, je voyais bien que les situations, on jouait à faire vrai, mais que c'était pas vrai. Et ça m'excitait beaucoup. Je trouvais ça très sensé, en fait, de faire ça dans la vie. Je trouvais ça... c'est mieux de faire ça que de travailler dans une banque, quand même. Il me semble que c'est quand même plus intéressant, que c'est plus amusant. Donc très vite, quand j'étais gamin, oui, on tournait en Super 8 des petites choses avec mes copains, on regardait Vendredi 13 et on faisait des espèces de copier-coller de tous ces slasher movies qu'on voyait dans les années 80. Donc il y avait cette volonté-là. Moi, tout de suite, j'ai voulu faire ça. Mais je voulais faire ça... plus comme comédien, parce que je voyais j'avais pas encore conscience de l'articulation, de la mise en scène, de ce que ça pouvait représenter, de l'articulation dramaturgique en cinéma, j'avais pas encore été foudroyé par Hitchcock et l'articulation des plans pour donner sens à une idée de manière pure, le geste de pur cinéma. Donc voilà, il a fallu un peu de temps, mais très très vite, c'est devenu complètement essentiel dans ma vie et ça l'est toujours, et de plus en plus d'ailleurs. Que dire des quelques cases apprentissage par lesquelles vous êtes passé? Est-ce qu'il y avait vraiment des choses à y apprendre qui restent valables? Je pense que la pratique aide beaucoup. Le fait d'avoir travaillé, j'ai eu la chance de travailler énormément à Canal+ quand j'étais gamin, et donc on tournait énormément, on faisait beaucoup de sketchs, qui n'étaient pas très très reluisants, pas très malins, mais en tout cas on tournait, donc on apprenait en fait. On apprenait, et je pense que c'est le gros problème des metteurs en scène aujourd'hui, c'est que malheureusement ils tournent peu. On voit bien que la génération, la génération d'avant, ils en tournaient 10 films en plus. Et je vois bien que nous, ma génération, en fait, ceux qui ont plus de chance, ils vont tourner quoi, 15, 16, 17 films en fin de carrière. C'est quand même ridicule. Mais je crois qu'après, ça va être beaucoup plus... Il y a tel flux aujourd'hui, il y a un tel flux, il y a une telle demande que probablement que les jeunes gens vont tourner beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils feront des films qui vont aboutir des filmographies pour autant.
Mais moi, tout a été valable. J'ai tout pris. J'ai honte de rien en fait. J'ai tout pris. Je me suis cassé la gueule presque à chaque fois. Donc je me relève et je continue mon petit bonhomme de chemin à essayer de faire des films et essayer de faire quelque chose qui ait du sens pour moi, parce que il faut que ça ait du sens pour moi, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus exigeant en tout, mais ça, c'est forcément, avec l'âge, on devient un peu plus exigeant sur ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On fait moins de compromis. Et voilà, moi, j'ai fait 2-3 fois des compromis, ça me réussit pas, parce que je pense que je suis une vraie tête de con, en fait, aussi, et que je dois assumer ma tête de con, et que je supporte pas qu'on empiète sur mon territoire, qui est le plateau. Et j'aime travailler en harmonie avec mes collaborateurs, et j'aime travailler dans une certaine bienveillance. Et dès qu'il y a des pressions, dès qu'il y a des gens qui voient pas la même chose que moi, dès qu'il y a des antagonismes forts, je m'y retrouve pas, et je sais que mon énergie peut devenir cannibale, en fait. Alors il y a évidemment ces travaux télé, il y a un court-métrage épatant qui est dans la rétrospective d'ailleurs. Tout de même, premier jour de tournage sur Calvaire, premier jour de tournage sur le premier long-métrage. Quels sentiments, quelles émotions et quels défis peut-être ça pouvait représenter? C'était un désir fou, Calvaire. Ça a dû mis 5 ans quand même à se faire. Personne n'en voulait. Tout le monde me regardait comme si j'étais débile. Enfin, vraiment, personne n'y croyait, quoi. J'ai dû vraiment l'arracher, mais de manière complète, totale, avec une violence et une détermination folle. Personne n'en voulait de ce film. Parce qu'aujourd'hui, on parle, il y a toujours ce truc sur le film de genre qui m'intéresse pas beaucoup, mais à l'époque, le film de genre, les gens, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? T'es fou, quoi? C'est quoi l'histoire? Ton scénario, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui voit dans un autre mec sa femme réincarnée. Enfin, t'es pas bien, ça va pas. Donc c'était vraiment beaucoup de mépris. Oui, une sorte de condescendance, mais j'ai pris cher, et je continue. C'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça. C'est pas très grave. Mais le premier jour de tournage a été un moment. Tu t'en doutes, c'était très heureux, quoi. C'était total, c'est une montagne à escalader. On voit que la montagne, elle est là, et puis qu'il faut l'escalader, et qu'il y avait beaucoup d'appétit, beaucoup de désir, beaucoup de libido, en fait, à escalader cette montagne. Et c'était un grand moment, c'était un beau et grand moment, oui. J'ai découvert le film à Cannes. Et je me souviens des sentiments par lesquels je passais et de ce feeling qui est quand même assez particulier. De dire, tiens, où veut-il m'emmener? Et j'ai envie d'aller là et d'être totalement fasciné et embarqué là-dedans, de manière irrémédiable. Et en sortant, on en parlait avec des potes et tout ça. Et il y avait cette idée, oui, mais bon, il y a un côté dérangeant, etc. Et bon, moi, j'ai sorti à ce moment-là la citation de Cronenberg que je vais sortir maintenant. Et David Cronenberg qui disait... Art is confrontational or not. Donc l'art, ça doit confronter les gens à quelque chose ou ça n'en est pas. Absolument, absolument. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal parfois avec l'industrie et ce que le cinéma propose aujourd'hui, parce que moi j'ai rien contre le cinéma populaire de divertissement, mais que ça prend trop de place en fait. Je pense que Pathé, Gaumont devraient absolument investir plus dans le cinéma de création. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté. On voit bien, n'importe qui fait un film aujourd'hui, on comprend rien, tout le monde veut devenir un artiste, tout le monde a des velléités aujourd'hui d'être, de machin, etc. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vois pas forcément de regard. Je vois pas de regard. Je vois très peu de regards. C'est rarissime, les regards. Et encore plus des regards qui confrontent, qui osent, qui ont l'audace de confronter. Donc, moi, encore une fois, je dis pas que je le fais. Je dis que je peux pas faire autrement. Je vois bien, et j'en souffre parfois parce que parfois j'aimerais fédérer un peu plus. J'aimerais que les gens viennent un peu plus voir mes films. Mais je vois bien qu'il y a une résistance. En fait, il y a quelque chose qui infuse avec le temps peut-être, et encore pas toujours dans le bon sens.
mais donc il y a cette confrontation. Je peux pas m'empêcher, en tout cas, de confronter les gens, parce que moi, ce que j'aime profondément, c'est me confronter à moi-même et me battre avec moi-même et essayer d'accoucher du meilleur de moi-même dans une confrontation qui est parfois un peu pénible, qui est parfois un peu pénible aussi pour mes proches. Parce que je suis tout le temps dans cette insatisfaction et dans cette volonté de dépassement. Et ça a une limite. Mais je vois pas pourquoi je céderais à la facilité. La facilité m'intéresse pas. Si on regarde en arrière sur ce qu'on pourrait appeler le cinéma de la transgression, le cinéma en tout cas où des réalisateurs ont cherché la subversion, la transgression, on en trouve pas mal où c'était, même brillamment, calculé. C'est un sentiment que je n'ai jamais devant vos films. Ce sentiment que dit, on va faire ça, ça va produire tel effet. On est là dans quelque chose qui ressort du vécu, de quelque chose, voilà, du désir, du vécu. Et c'est quelque chose qui me frappe par rapport à des gens qui disent, oui, mais enfin, quand même, il pousse le bouchon loin. Il faut voir le film, c'est dans une logique. Tout ça a des raisons. Et ce n'est jamais un processus intellectuel. Et donc, je voulais justement avoir un commentaire par rapport à ça. Non, ce n'est pas un processus intellectuel du tout, en ce qui me concerne. Hein. C'est presque un processus de tâtonnement, en fait. Je tâtonne, je suis un intuitif, ça ne veut pas dire que je réfléchis pas, hein, je suis complètement débile, mais je tâtonne, en fait. Je tâtonne, je peux avoir une intuition forte, et cette intuition, après, j'essaye de la rendre la plus organique possible. En tout cas, j'essaie de lui donner une forme, en fait, comme un peintre qui peut avoir une intuition et à un moment donné qui travaille avec ses couleurs et avec les instruments qu'il a à sa disposition. Moi, je suis épaulé par des collaborateurs avec qui, en tout cas sur mes films personnels, qui sont très importants dans le processus. Qui est un processus de repérage, où on investit l'espace, on réfléchit l'espace, on lui donne une texture, une matière. Cette matière permet à un moment donné de définir une source. Et dans cet espace-là, j'inscris mes acteurs. Et voilà, c'est des acteurs à qui je demande tout, véritablement tout. Donc je demande d'une grande malléabilité, en fait, qui soit complètement disponible, disposé. Et c'est parfois très compliqué parce que les acteurs adultes, surtout quand c'est un peu des vedettes, y a l'ego qui s'en mêle et c'est parfois un peu compliqué. Donc dès que ce sont des enfants, par exemple comme avec Adoration, c'est-à-dire que sur Adoration, et Fantine est là dans la salle, avec des enfants, c'est pas vraiment des enfants, mais c'est-à-dire que j'ai vu à quel point on m'avait dit, fais attention avec les enfants, ça va être compliqué, ça va être terrible, machin, etc. Mais non, parce que en fait, les enfants, ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils s'abandonnent complètement. Ça ne veut pas dire que c'est des pantins, mais ils s'abandonnent à la vision. Ils sont très malléables, en fait. Il y a quelque chose qui est... Alors après, il y a des acteurs adultes qui sont comme ça aussi. Hein. Le fait d'avoir un acteur malléable, ça ne veut pas dire que l'acteur n'a rien à faire. Bien sûr, tu travailles sur base de son corps, de son âme, de ce que tu subodores de lui, ce que tu projettes, ce que tu imagines de lui. Donc il a une part, il existe. Mais souvent, on oublie que le cinéma, c'est l'art du metteur en scène. C'est pas l'art de l'acteur. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vrai. L'art de l'acteur, c'est le théâtre. L'art du cinéma, c'est l'art du metteur en scène. Et il y en a de moins en moins. N'importe quelle vedette aujourd'hui, ils veulent faire des films. Ça donne pas des bons films pour autant. Alors après, c'est une industrie, ça fait de l'argent, ça fait travailler les gens, et très bien. Je suis pas contre ça du tout, mais parfois on oublie en fait que le cinéma, c'est l'art du metteur en scène. On oublie que le cinéma est un art visuel. On oublie, on parlait de l'argentique et du numérique, on oublie l'importance de la lumière, ce qu'on éclaire, ce qu'on n'éclaire pas, ce que la lumière raconte. Ce qu'elle dit, en fait. On voit bien que la lumière chez Renoir, par exemple, est très très différente que chez Duvivier. Tu vois, elle raconte autre chose. La lumière chez... Voilà, il y a ce qu'on éclaire, ce qu'on cache, ce qu'on sculpte, en fait. C'est un travail de sculpture, ce qu'on montre au spectateur, ce qu'on ne montre pas. Ce qui est conscient et ce qui est inconscient, ce qu'on révèle et ce qu'on ne révèle pas. Et donc tout ça, en fait, c'est de l'ordre du metteur en scène. Et... ça ne veut pas dire que le metteur en scène vit
comme une espèce de despote éclairé qui a droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, il a des collaborateurs et ça dépend que chaque metteur en scène travaille autrement et travaille autrement aussi avec ses acteurs. Moi, je suis un directeur d'acteurs très très proche de mes acteurs. Je les bouscule beaucoup, je leur parle, j'essaie de les façonner, mais au bout du bout, c'est eux. Je ne demande pas, quand je choisis un acteur, je le choisis pour sa singularité, pour ce qu'il dégage. Et j'imagine, je projette en lui quelque chose qui pourrait apporter à l'édifice, à ce supplément d'âme qu'il pourrait y avoir en plus. Parce que bien sûr que l'acteur fait la différence. Bien sûr, évidemment. Vous avez évoqué les collaborateurs, l'équipe. Bon, cette dimension, le cinéma, sport collectif, d'évidence. Je voudrais avoir quelques mots sur cet aspect des choses, sur comment vous le vivez et sur ce qui peut faire que quelqu'un rencontré sur un projet va continuer la route avec vous et peut-être l'état d'esprit de ce groupe qui peut exister de film en film. Ça, c'est les histoires d'amitié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des rencontres qui sont importantes, il y a des collaborations qui sont hautement satisfaisantes et qu'on a envie de reproduire. Là, aujourd'hui, depuis que je suis rentré de mon film américain, je vois bien que j'arrive à m'exprimer de manière complète et en totale harmonie avec certaines personnes qui constituent aujourd'hui ma petite équipe et avec qui j'ai énormément de joie de travailler. Et il y a une espèce de chimie qui s'installe. Il y a effectivement, c'est comme les vieux couples, il y a quelque chose qui ronronne pas encore, mais en tout cas qui est suffisamment constructeur et porteur qui nous permettent en tout cas d'avancer. Et je pense à que ce soit avec Freddy, mon premier assistant qui est ici, ou Manu de Meulemeister ou Manuel Dacos, et d'autres, Anne-Laure Guégan qui est la monteuse. Ce sont des collaborations qui sont très très ténues et en même temps très exigeantes. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas de cadeaux. Mais comme avec les acteurs, on ne se fait pas de cadeaux. Moi, je suis pas là pour faire des politesses avec les gens. Dans le travail, il y a du respect. Mais dans le travail, il n'y a pas de politesse à avoir. Il y a du respect, bien sûr, mais il faut être exigeant. Exigeant avec l'un comme l'autre. Moi, j'attends que les acteurs me demandent d'être très exigeant avec eux, comme moi, je suis très exigeant avec eux. Et donc, je pense que ce niveau d'exigence nous pousse toujours à être le meilleur possible. En tout cas, essayer de ne pas reproduire les choses, essayer d'avancer et de proposer des choses qui soient suffisantes ou d'explorer des recoins qui soient encore inconnus et de défricher des choses. Et voilà, donc il y a cette grande volonté, en tout cas, ça il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais aujourd'hui je pense vraiment l'avoir assimilé que travailler en bienveillance et en étant accompagné, c'est vraiment quelque chose, c'est une grande richesse, vraiment une très grande richesse. Sur les trois films, de ce qu'on présente maintenant après coup comme une trilogie, peut-être provisoirement d'ailleurs, parce qu'il faut encore voir ce qui vient derrière, un film c'est long à prendre. Vous parliez de 5 ans pour Calvaire. Qu'est-ce qui se produit au moment où on identifie, voilà, ce sujet, cette idée-là, cette direction-là, je vais pouvoir garder le désir pour ça pendant les 2, 3, 4, 5 ans qui vont suivre? De toute façon, c'est un processus obsessionnel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être un obsédé. Pour faire ce métier, il faut être complètement obsédé. Je pense que c'est vraiment, on ne fait pas ce métier. En tout cas, comme moi je le fais, c'est pas possible. On ne peut pas faire ce métier en n'étant pas un obsédé. Moi, je suis un obsédé. Je suis vraiment profondément obsessionnel. C'est-à-dire que je ressasse complètement la même idée et jusqu'au moment où elle accouche, où elle voit le jour. On peut pas lâcher. On peut pas faire l'impasse, on peut pas fuir ses obsessions. Moi, je suis soumis à mes obsessions. Je suis soumis souvent même à mes pulsions. De moins en moins, j'essaie de me libérer de certaines de mes instincts et certaines de mes pulsions. Mais je suis soumis à ça. Et le cinéma, en tout cas, est une manière, en tout cas, de me libérer de ça, de me libérer. Aller au bout de mon obsession est une manière de me libérer de mon obsession. Donc voilà, donc cette obsession de cinéma, je ne peux pas la fuir. Je dois absolument lui faire face et je dois la confronter. Donc pour moi, ça aurait pu durer 10 ans, j'aurais été au bout de Calvaire. Il n'y a rien qui me fera changer d'avis.
à part peut-être la maladie ou la mort, mais il n'y a rien qui me fera aujourd'hui céder à ça. Je veux dire, certains ont déjà essayé. J'ai vécu des expériences très malheureuses avec des gens pas très très bienveillants qui ont vraiment essayé de me décapiter. Bah voilà, le temps a fait qu'aujourd'hui je suis toujours là, je fais toujours des films modestes, mais je fais toujours des films. Et eux, ils ont des problèmes judiciaires. Dans ce contexte obsessionnel, je poserai la question suivante. Quelle est la part de l'inconscient qui reste? Est-ce qu'il arrive encore qu'un de vos films possède encore un mystère, même pour vous-même? Ah oui, complètement, toujours. C'est-à-dire que je n'ai aucune certitude sur mes films. Je peux avoir une intuition, mais je ne sais pas où je vais. Là, je m'apprête à rentrer en préparation sur un prochain film qui s'appelle Inexorable. J'ai une intuition forte de quelque chose. C'est un film qui est plus construit, avec une dramaturgie, à mon avis, plus soutenue, avec un suspense qui est plus soutenu, qui est plus proche du film noir et du thriller. Mais il y a quand même une intuition que je n'ai pas encore touchée et que je vais toucher au bout d'un moment. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours le même processus. C'est une intuition forte, quelque chose qui m'appelle, quelque chose qui m'obsède, une figure qui m'obsède, une volonté de travailler avec un acteur ou tel acteur, ou de me confronter à un décor, ou de me confronter à un plan, ne fût-ce qu'un plan. La volonté de faire un plan peut à un moment donné se cristallise en fait. Mais c'est un processus qui est presque organique, et qui se fait presque de manière naturelle. C'est pas du tout, et je pense que c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est peut-être ma limite, très franchement, parce que j'aimerais bien parfois être comme Bong Joon-ho ou Park Chan-wook, des metteurs en scène cerveau qui arrivent à imaginer, à tout storyboarder dans le moindre détail, n'importe quel petit plan, n'importe quel petit détail, et qui arrivent à faire des films complètement cerveau, que ce soit Chabrol ou d'autres metteurs en scène comme ça. Enfin, ça c'est vraiment absolument renversant, ou Hitchcock bien sûr, encore pire. Ça c'est complètement hallucinant. Moi c'est pas du tout le cas. J'avance un peu comme oui, encore une fois, comme un... Je crois qu'il y a ça, il y a cette dimension un peu plasticienne, c'est-à-dire que je prends des matériaux que je malaxe en fait, que je malaxe, et j'essaie d'en extraire le jus, l'indicible, l'essence, et essayer de capturer cette essence. Et je pense que c'est vraiment la limite peut-être de ce cinéma-là. Parce que c'est très très fragile comme processus. C'est terriblement fragile. Mais je ne crois pas avoir les compétences réelles pour avoir un film cerveau comme certains, et que j'envie, et j'ai beaucoup d'admiration pour ça, pour ces gens qui arrivent à imaginer. Enfin, il suffit de voir par exemple le storyboard et scénario de Parasite de Bong Joon-ho là aujourd'hui. Vous voyez à quel point tout ça est détaillé, tout ça est au cordeau, quoi. Enfin, c'est vraiment d'une précision. Si vous lisez ça, c'est renversant, quoi. Là, tu dis, bon, je vais retourner à l'école un petit peu, quoi. Il y a une dimension, peut-être, on ne prend pas toujours en compte, mais je rapprocherais le cinéma un petit peu de l'athlétisme, quoi. On fait un film tous les 4 ans, mais un cinéaste, ça tourne, ça filme. Je veux dire, un coureur ne va pas faire juste les Jeux Olympiques et puis plus rien pendant 4 ans. Est-ce que cette dimension-là, un cinéaste, ça tourne, ça est une des raisons pour lesquelles vous êtes allé à 2 reprises au-devant de commandes qui finalement se sont révélées décevantes? Oui, alors je pense qu'il y a aussi ma volonté d'être toujours, enfin il y a cette espèce de dichotomie, de bipolarité entre mon travail, l'essence de mon travail et la volonté de toucher un plus large public, d'être un metteur en scène peut-être un peu plus connu, un peu plus accessible. Je cherche le public. Je suis pas le seul. Voilà, je le cherche. Mais aujourd'hui, j'ai compris que alors bien sûr, il y a l'aspect, après, il faut nécessité fait loi, il faut bosser. Et puis, il y a des propositions, franchement, qui sont difficiles à refuser. Mais il y a des choses que je ne referai plus aujourd'hui, sans garantie. Voilà, ça m'a permis, en tout cas, de me confronter à certains trucs, et peut-être à ma propre limite, ou en tout cas, au seuil au seuil de tolérance, ce que je peux supporter. Je vois bien aussi que j'ai un tempérament qui est particulier.
je vois bien que je suis pas un homme de compromis. Et aujourd'hui, on voit bien que les metteurs en scène qui réussissent à Hollywood sont des metteurs en scène qui sont dans le compromis. Je ne serai jamais un metteur en scène de compromis. Je l'ai compris. Il m'a fallu du temps, mais je l'ai compris. Donc après, moi j'essaie de tourner plus et je pense aussi que le fait de revenir ici avec mon équipe me permet en tout cas d'envisager des tournages de manière beaucoup plus fréquente. Mais en même temps, je vois bien que finalement, en 15 ans, 6 films, ça fait une moyenne de un film tous les 2 ans et demi. C'est pas dingue, mais c'est pas déshonorant. Et puis moi, je veux pas voir ce métier comme un hobby, c'est-à-dire que je vois des mecs parfois qui font un film tous les 5 ans, 6 ans. Je me dis mais putain, mais c'est pas un métier, ça, c'est un hobby, c'est de temps en temps. Tu vois, tu fais un film, tu vois, tous les 10 ans, ok, très bien, mais enfin. Moi, je serais incapable de faire ça, ou je serais très malheureux, quoi. J'ai besoin, en tout cas, de me confronter, d'aller au feu. Mais c'est un problème presque pathologique, c'est-à-dire que je cherche le tournage, je cherche la production, parce que ça me met dans un état d'hypervie. Et cette hypervie provoque un sentiment de grande exaltation. C'est presque un sentiment qui m'englobe, qui me permet d'avoir une forme, d'être très perméable à tous et à tout le monde et à moi-même et d'être dans une espèce de surénergie, d'hypervie. Et ça m'excite beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes échecs, en tout cas sur des films un peu plus commerciaux, m'ont fait comprendre que voilà, je dois pouvoir maîtriser mes films. Sinon, ça va pas. Je peux pas lâcher un film en cours de route. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Je peux pas. C'est trop poreux à ma vie en fait. C'est quasi existentiel. C'est trop poreux. C'est-à-dire que je ne peux pas me détacher. Je vois des metteurs en scène parfois qui tournent, et surtout aux États-Unis, ils tournent et ils laissent les monteurs gérer, ils passent sur autre chose, etc. Mais moi, je serais incapable de faire ça. Incapable. Quel est votre rapport avec le cinéma belge, avec le passé du cinéma belge? Bon, dès Calvaire, il y a un hommage, un des plus beaux hommages sans doute jamais rendus à Delvaux, et aussi avec le présent du cinéma belge, et avec ce moment quand même auquel vous avez en partie participé en festival, ce moment de la reconnaissance d'un certain nombre d'auteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que quand Calvaire passe à Cannes, ouais. On est dans un moment où, s'il y a un nouveau film belge à Cannes, oui. Tous les collègues étrangers viennent me voir. Ah, tu l'as déjà vu? Est-ce que c'est aussi dingue? Vous allez de nouveau faire un truc de fou? C'était un moment vraiment très, très important de ce point de vue. Écoute, sur Delvaux est un metteur en scène important pour moi parce que j'ai vu ses films. Alors, je les ai revus là récemment parce que je prépare un documentaire sur lui avec la Cinémathèque d'ailleurs. On va faire un long documentaire sur Delvaux, ce qui reste de Delvaux, parce que Delvaux aujourd'hui est complètement inconnu au bataillon, quoi. C'est vraiment un metteur en scène qui a complètement disparu. Et au fond, en revoyant ses films, je peux comprendre pourquoi, pratiquement. La singularité de Delvaux, c'est que c'est probablement le seul réalisateur belge qui ait jamais existé. Et puisque c'est l'avant fédéral, il utilise la culture française et germanique, il la mélange et il en fait quelque chose d'éminemment singulier. Un flamand francophone. Voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, c'est unique, c'est complètement unique. Donc je pense qu'un documentaire et un éclairage aujourd'hui serait vraiment le bienvenu dans un exercice hautement pédagogique, pas chiant. Je veux vraiment arriver, et en étant juste sur ce que Delvaux laisse comme héritage aujourd'hui, ce qui est un héritage zéro, il n'y a rien. Qui un héritier de Delvaux serait peut-être Jaco, mais Jaco, il a plus 20 ans. Donc il y a tout un pan. Et encore, c'est au fond depuis le fédéral, c'est-à-dire que on voit bien que les metteurs en scène flamands aujourd'hui sont obsédés par Hollywood. Il y a une obsession américaine, c'est-à-dire que n'importe quel réalisateur flamand aujourd'hui, il fait un premier film, il veut aller à Hollywood, et les réalisateurs francophones, ils sont obsédés par la France. Ça devient des réalisateurs français en fait. On voit bien que les films de Joachim Lafosse, qu'est-ce qu'ils ont de belge en fait? C'est pas du tout un procès d'intention, mais ils ont rien de belge. C'est-à-dire, ils pourraient être français, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ça n'a pas
ça n'a pas de spécificité belge. Ça n'a pas de... Donc aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un clivage qui se crée, qui est très, très, à mon avis, particulier. Mais ça englobe un peu toujours... c'est toujours un peu la même idée de globalisation, de récupération, etc. Je pense que l'idée même du cinéma belge est un peu vacillante. Les Dardenne tournent avec des vedettes maintenant. Ils tournent, voilà, j'ai dire, il y a quelque chose qui touche à l'universel chez les Dardenne, bien sûr, mais voilà, il y a moins d'ancrage, tu vois, il y a moins d'ancrage. C'est-à-dire que il y a peut-être Serein, il y a peut-être, voilà, mais après, ce sont des cinéastes qui sont profondément réalistes, qui contextualisent énormément les choses. Delvaux, moi, me passionne parce que justement, c'est à la croisée des chemins, ça a des élans poétiques absolument incroyables. On bascule vers une poésie germanique très très étonnante. En même temps, c'est très écrit comme certains romans français. Enfin, on voit bien que d'ailleurs tous les emprunts qu'il a fait à la littérature française, etc. Donc, il y a une espèce de côté hybride qui me touche, qui me fascine. Et puis, il y a des moments qui sont incroyables. Dans Un soir, un train ou dans L'homme au crâne rasé, il y a des moments qui sont dingues. L'autopsie dans L'homme au crâne rasé, je m'en souviendrai toujours. Enfin, c'est vraiment un moment où je me suis dit, waouh, putain. Donc voilà, il y a des élans poétiques. Après, le cinéma de Delvaux, je l'ai revu, il est plus laborieux. Je pense que pour les gamins aujourd'hui, c'est pas regardable. Ça, c'est sûr. Je pense que là, c'est pas regardable. Ils s'emmerdent. C'est vraiment très difficile d'avoir un ancrage comme ça. Et puis l'autre question, c'était quoi? La réponse est bien. Il y a aussi, ils ne sont pas allés à Hollywood ni en France, il y a Patard et Aubier, auquel vous avez consacré un documentaire, qui est d'ailleurs dans la rétrospective. Peut-être quelques mots sur cette eux, c'est très particulier. C'est déjà des gens que j'aime beaucoup humainement, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment des gens qui créent un monde. En fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'heure du réalisme. Le réalisme a infiltré, a envahi absolument tout espace de création, c'est-à-dire que on est sous la dictature du réalisme, c'est-à-dire que même les artistes contemporains, ils sont emmerdés par le réalisme, le statement, enfin, je veux dire, qui crée des mondes aujourd'hui? Qui crée des mondes, des vrais mondes? C'est ça. Je veux dire, pour moi, l'acte créatif, c'est ça, c'est créer un monde cohérent, un monde qui est à côté du monde, un monde qui est hors contexte. Et Patard et Aubier, pour ça, ont ce génie-là, quoi. Ils créent des mondes, tout le temps. Depuis 20 ans, 30 ans, ils créent des mondes. Et donc, ils ont une place véritablement à part, en tout cas dans mon intérêt. Oui, c'est des gens que j'aime particulièrement. Et puis, je trouve qu'ils ont un sens... Enfin, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a absolument tout ce que j'aime. Et je me lasse jamais, en fait, d'eux. Je me lasse jamais d'eux. Certains disent oui, ils vont refaire un Panique. Là, oui, ok, très bien. Moi, je peux encore en bouffer 15, hein, j'ai pas de problème. Calvaire, Alléluia, Adoration. Tous les titres en un mot, vous aimez bien. 3 titres qui recoupent le vocabulaire religieux d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne peux pas ne pas poser la question, y a-t-il plus que simplement le plaisir de titres qui sonnent et qui ont un double, triple sens? Après, oui, sûrement. Enfin, Calvaire, c'est venu comme une évidence. Et puis après, Alléluia est venu peut-être un peu comme une coquetterie, et Adoration est clairement une coquetterie. C'est-à-dire que c'est l'idée de faire 3 titres qui sont impressionnistes, mais en même temps qui sont cohérents par rapport à ce qu'on raconte. Je pense véritablement que c'est cohérent, et qui forment une entité, en tout cas... oui, une entité sur la foi ou sur l'amour aveugle, ou en tout cas... oui, donc je pense que de toute façon, il y a une mystique, parce que, bon, encore une fois, moi j'ai été élevé par les jésuites, donc j'ai un rapport à la religion qui est très particulier. Je suis pas forcément croyant, encore que je sais pas très bien, en fait, de plus en plus, j'en sais rien. Mais je sais que je suis profondément bouleversé quand je rentre dans une église. Je sais que l'art chrétien est pour moi le plus bel art du monde, c'est-à-dire que la représentation de la mystique chrétienne est absolument renversant. J'y vois une telle beauté là-dedans. Alors bien sûr, l'art arabe, enfin, il y a plein d'arts qui sont absolument somptueux, mais de par mon éducation et par mon parcours, l'art chrétien me bouleverse. Les églises, les cathédrales, tout ça, enfin, ces actes de foi comme ça incroyables me bouleversent.
Donc voilà, cette idée-là, cette trilogie, voilà, c'est un peu une coquetterie, on va dire, mais ça a fait du sens. Ça a du sens. Ça a complètement du sens. C'est très cohérent. Comme aurait du sens le fait que ces films parlent aussi d'amour, passion, Oui. De ce que l'amour nous fait vivre et nous emmène bien au-delà d'eux. Et en même temps, c'est le cinéma. C'est pas par hasard. Est-ce que c'est pas le médium idéal pour traiter de ce sujet-là particulièrement? Ouais, moi je crois. En fait, je crois que je viens. J'ai toujours. Enfin, c'est venu avec le court métrage. Quand on est amoureux, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est parti comme une blague. En fait, ce court métrage, c'est parti comme une blague parce que cette béance-là, cette quête incessante de la part manquante. En fait, je vois bien que je traite tout le temps du même sujet. Mais c'est devenu pour moi l'écrin idéal pour fabriquer du cinéma. En fait, c'est même pas une volonté thématique au départ. C'est pas une volonté intellectuelle de me dire je vais parler de la part manquante, de l'être aimé. C'est pas ça du tout. L'idée pour moi, c'était d'avoir un écrin qui soit suffisamment profond, malléable et suffisamment tordu pour pouvoir fabriquer du cinéma, expérimenter des choses et fabriquer du cinéma. Avec des couleurs, avec des mouvements de caméra. Alors, encore une fois, les mouvements de caméra, pas n'importe comment, pas dans tous les sens, mais adopter un point de vue, adopter un regard et me tenir à ce regard et essayer d'aller au bout de ce regard. Et je vois bien que finalement, avec le temps, ma réflexion est de plus en plus précise et de plus en plus aiguë par rapport à ça. Et forcément, ça ouvre des portes, ça ouvre... j'essaie de travailler, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui m'amène à tout ça. Et le cheminement spirituel, parce que c'est vraiment ça, hein, je veux dire, c'est pas un gros mot, hein, fait partie de tout ça aussi. C'est-à-dire que je suis un homme de passion et je suis véritablement... je me confronte à ma propre limite, mais je veux dépasser cette limite en fait. C'est-à-dire que je suis toujours dans une éternelle insatisfaction de ce que je fais, de ce que j'entreprends. Et donc je me confronte chaque fois à moi-même, mais dans un processus presque inconscient et de foi. C'est-à-dire que je m'abandonne vraiment à cette foi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est aussi chaotique mon parcours, mais c'est c'est un geste de foi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais avec la plus grande sincérité. Il y a pas l'once... Parfois, je lis des critiques sur mes films. Je me dis, oh putain, mais comment ils peuvent voir des choses pareilles? Parce que... Ou alors peut-être que c'est moi qui suis complètement fou. J'en sais rien, mais je ne peux être que dans ce mouvement en fait d'abandon et de foi complète. Et en fait, je ne suis jamais aussi heureux que quand je suis profondément dans une zone marécageuse. Alors bien sûr, attendons-nous bien, hein, Louis, je suis pas, j'éteins pas des feux en Australie et je sauve pas des vies et je fais que des films, mais j'ai besoin de me mettre dans un état de fébrilité. Je peux pas travailler dans le confort. Travailler dans le confort n'a aucun sens pour moi, n'a aucun sens. J'ai besoin du déséquilibre pour essayer de retrouver, d'essayer de trouver le chemin. Et ce chemin me renvoie à quelque chose qui éclaircit une part de moi-même en fait. Me fait prendre conscience de certaines choses. Vous avez brièvement évoqué le projet Inexorable. Que pouvons-nous en savoir, si on peut déjà en savoir quelque chose? Non, c'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Et l'atterrissage est prévu pour quand? On tourne en avril. Ah, magnifique. Oui. Très bien. Oui. On a du temps pour des questions dans la salle. Je ne sais si quelqu'un a déjà une question à poser. Je vois une main qui se lève, monsieur. Quel est votre conseil pour les jeunes cinéastes, surtout comment enchaîner des courts-métrages, comment se développer avant un long-métrage? Pour ça, souvent on me pose la question et je ne peux reprendre que la phrase de Christopher Nolan qui dit « Travaillez avec vos amis ». Travaillez avec vos amis, il a tout à fait raison là-dessus. Travaillez avec ses amis. Faites des films avec vos potes. C'est ce que je dis à mon fils qui est là, quelque part, je sais pas où. Je lui dis, travaille avec tes potes. Il fait des films, il travaille avec ses copains, il n'arrête pas.
Il n'y a que ça à faire. Personne t'attend. Donc, il faut travailler avec ses potes et creuser son trou. Je t'en prie. Bien. Qui d'autre aurait une question? Sinon, j'en ai encore, hein, quelques-unes. Mais bon, voilà. J'ai une question Madame? je sais pas, peut-être absurde, mais comme vous aimez beaucoup Pater et Aubier, vous n'avez jamais pensé faire de la comédie? Non, la comédie, moi, non, c'est pas vraiment mon truc, non. J'adore la comédie, hein, mais pour moi, la comédie, c'est l'art suprême, quoi. C'est l'art parfait. Enfin, la comédie, je serai jamais Billy Wilder, non, jamais. J'ai bien compris. Et puis, non, je pense que ça, c'est trop technique, en fait. La grande comédie, c'est tellement technique. Peut-être que j'essaierai d'en faire une un jour, mais c'est pas du tout ce qui me fait triper, en fait. Ça me paraît énorme. Parce que s'il faut faire une comédie, il faut faire une... C'est tellement rare, les bonnes comédies, les grandes comédies à la Capra, à la Wilder. Enfin, c'est vraiment des comédies qui sont tellement... C'est une architecture qui est absolument invraisemblable, quoi. S'il vous plaît. On se le coup, et pourquoi pas un mélange de genres, un thriller comique ou une comédie. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les comédies, c'est presque d'un autre temps et que de plus en plus, on va vers des espèces de trucs un peu amphibiens. Enfin, il y a beaucoup de films qui sont à la fois des drames et des comédies. Il y a moins de règles qu'avant. Justement, on peut écrire quelque chose qui puisse faire rire, mais pas que rire, pleurer aussi. Ou surprendre, ou faire peur. Justement, ce film a gagné les Oscars, le film coréen. Parasite. Voilà, ça n'obéit à aucun canon, quoi. Enfin, toi qui dis que tu es libre, pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas quoi, en fait? Je comprends pas bien la question. Pourquoi pas ne pas aller vers une forme d'humour, même dans... Oui, mais Calvaire, c'est drôle, hein. Calvaire, c'est vraiment très drôle, hein. J'ai toujours considéré que Calvaire était une comédie, hein. C'est plutôt marrant, hein. Oui, c'est tout à fait. Alléluia, c'est plutôt marrant. Vous aviez une question? Voilà, faire ses armes, travailler avec ses potes, bon, vous avez un attachement super fort pour l'argentique, etc. Après, est-ce que vous êtes d'accord que ça n'empêche pas de travailler sur le numérique? Quelle est la part du montage, du coup, dans le travail entre ses potes, de faire du cinéma, faire des moments de cinéma? Comment est-ce que quel rapport vous avez avec ça, quoi? Ouais, mais moi c'est compliqué. J'ai commencé à faire des courts-métrages en argentique. Je serais très malheureux de commencer à faire des films aujourd'hui. Très, très malheureux. Vraiment, je serais vraiment très malheureux parce qu'aucun producteur me laisserait faire des films en argentique aujourd'hui. Vous testez rien en vidéo ou en digital ou rien? Pardon? Vous testez rien en vidéo, en digital? Non, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est parce que, encore une fois, le cinéma que j'essaye de faire, c'est un cinéma... j'aime pas trop utiliser ce mot sensoriel parce que ça veut dire tout et son contraire. Mais en fait, je suis attaché au grain, je suis attaché à la matière, à la texture. Et le digital m'ennuie parce que il ne provoque rien en moi. C'est comme la pornographie dans les années... Je prends toujours cette comparaison, mais c'est vraiment vrai. La pornographie dans les années 80 et la pornographie aujourd'hui. Ça ne sent rien aujourd'hui. Ça sent le latex, quoi. C'est horrible. Bah, dans les années 70, 80, ça avait une odeur. Il y a quelque chose qui c'est plus chaleureux, quoi. C'est quelque chose qui... Et donc, le digital ne me procure rien. Ça me laisse froid. Ça me laisse... Après, Gone Girl me plaît, bien sûr. Parce que, voilà, il y a un tel travail... ou certains films avec photographiés de Revenant par exemple, mais je suis persuadé que The Revenant aurait été 1000 fois mieux en argentique. Mais après, je peux comprendre que Inarritu et Lubieski
expérimente ça, et puis après c'est une manière de... Enfin, c'est Lubieski qui a réussi à convaincre Inarritu après avoir travaillé avec Malik, donc c'est un cheminement, et puis après certains metteurs en scène ont besoin d'essayer des choses, de se remettre en question, etc. Mais alors là, on est dans le haut du panier, mais je parle de la majorité des films, même ici, franco-belges, qui sont tournés en digital, avec des lumières flat, etc. C'est abominable, quoi. Enfin, pour moi, ça m'arrache les yeux. Parce qu'en fait, il y a une idée, il y a l'idée de la lumière. On en parlait tout à l'heure. L'idée de la lumière, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui des gamins qui font des films et qui éclairent plus. Ils éclairent tout flat. Et donc, ils font de la photographie, ils font de la mise en scène à l'étalonnage. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que pour moi, le geste de mise en scène, c'est aussi de définir ta source à la prise de vue. Ce que tu montres, ce que tu caches, c'est super important. Ça fait partie du processus du cinéma. Et parfois, je vois beaucoup de gens qui font des films aujourd'hui et qui oublient ça. Ils ont aucune idée de comment ils vont éclairer leur truc, quoi. Mais ça, c'est vraiment problématique, hein. Tu souris, mais je te jure, moi, ça me fait pas marrer du tout, hein. Moi, je vois ça, je suis atterré. Quand je vois maintenant les mecs qui passent des semaines en étalonnage pour essayer avec des masques, tu vois, de faire de la lumière, je fais, mais pauvre mec, quoi, mais va apprendre ton métier, quoi. Non mais sans déconner, moi je trouve ça dingue, vraiment dingue. Je suis pas du tout réel ni rien, moi je suis comédien et alors du coup je fais un peu de photos mais juste comme ça et moi c'est ça que je fais en fait. La lumière je vais la travailler après mais c'est sur Lightroom ou machin et tu vas te faire des trucs mais c'est peut-être moi qui suis un vieux con, hein, j'en sais rien. C'est pas du tout non mais photographie que je fais moi en tout cas mais voilà c'est parce que justement si tu veux tester un peu et tourner, faire des courts-métrages etc. Et si tu te lances alors est-ce que vous testez tu testes en Super 8 des trucs, des idées que tu as, ou tout de suite tu les écris et puis après tu pars en tournage? Non, après je pars pas en tournage, c'est un gros travail de préparation, c'est-à-dire c'est un processus, c'est-à-dire que moi j'ai une manière de travailler qui est particulière avec mes collaborateurs, c'est-à-dire que je repère énormément avec mon directeur artistique qui s'appelle Emmanuel de Meulemester, où on passe énormément de temps en repérage à la recherche d'espace. Une fois qu'on a un espace, on travaille la matière, la texture de ces espaces. Et une fois qu'on a imaginé quelque chose, une scénographie, on fait venir Manuel Dacos, qui est le chef opérateur. Et avec Manu, on définit une source. Et la source raconte, de manière dramaturgique, elle raconte quelque chose. Non, on fait pas. Non, parce qu'on peut avoir une idée de certaines choses. Et puis aujourd'hui, mes collaborateurs ont énormément de métiers, d'expérience, et je vois bien que très vite, on va beaucoup plus vite qu'avant. Mais cette manière-là de travailler, c'est-à-dire que c'est en amont qu'on fait les choix. C'est pas après. C'est-à-dire qu'en amont, on définit les textures, la scénographie et la source. Et après, c'est un travail avec les acteurs à 360 degrés pratiquement. Parce que moi, je travaille sans plafond technique. Il n'y a jamais de pieds, de machin, de lampes. Enfin, tout ce qui est artificiel, en fait, on essaie d'intégrer intégrer tout au décor. Intégrer ce qu'on a imaginé au décor. La source fait partie du décor. Les patines, les textures font partie du décor. Donc, c'est une scénographie, en fait. Et une fois qu'on a ça, on travaille tout ça. Donc on expose d'une certaine manière et en étalonnage, on passe beaucoup moins de temps parce que tout est exposé. Donc on fait des étalonnages à 4-5 jours, nous. Et je vois parfois des jeunes gens qui tournent des courts-métrages et qui passent 3 semaines d'étalonnage, quoi. Enfin, ça me... Mais je sais pas, hein, je dis pas que j'ai raison. Hein. Je dis simplement que pour moi, l'art du cinématographe, c'est l'art de la lumière. C'est vraiment l'art de la lumière. La lumière qui révèle les âmes, qui révèle les intentions, qui révèle l'indicible. C'est ça l'art du cinéma. C'est comme la peinture en fait. Tu regardes n'importe quelle peinture d'un peintre flamand, il y a une source, ce qu'elle révèle, ce qu'elle raconte, ce qu'elle cache. C'est ça. Je pense que l'art de la lumière est fondamental. Et aujourd'hui, on ne l'apprend plus, l'art de la lumière. Je vois bien à quel point il y a une pauvreté, en tout cas dans la production cinématographique. Les gens ne comprennent plus l'art de la lumière. Alors, est-ce que c'est
quelque chose qui est dû à l'époque? Est-ce que c'est la digitalisation d'un peu de tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais encore une fois, ce n'est que ma bataille à moi. Hein. Je veux dire, il y en a d'autres qui la partagent. Mais je pense que la lumière est au centre du cinéma, comme au centre de la peinture, mais au centre de plein de choses. Enfin, c'est-à-dire, la lumière, c'est avec ça qu'on travaille, en fait. Et les grands acteurs, puisque tu es comédien, les grands acteurs, ils ont très très bien compris comment se positionner par rapport à la lumière. Hein. Ça, je peux te dire qu'un acteur... Quand moi j'ai déjà vu des acteurs qui comprennent très très vite où est la lumière et ils vont la chercher. Hein. Ils comprennent très très vite où ils doivent se placer pour bien impacter, quoi. Ben voilà. D'autres... Il y a une question là, monsieur. J'ai une question par rapport aux plateformes comme Netflix. Donc, beaucoup de grands cinéastes aujourd'hui proposent leurs films qui sont produits d'ailleurs par Netflix pour avoir de la liberté et du contrôle sur leur production. Et donc, comme vous êtes exprimé en ce sens aussi, avoir un sens du contrôle de ce qu'on fait et pouvoir être au début du processus jusqu'à la fin du processus, est-ce qu'un jour on pourrait voir un de vos films, par exemple sur Netflix, en sachant que vous êtes aussi très attaché à la tradition du cinéma? Oui. Oui, moi j'ai pas de problème avec Netflix. Hein. J'ai jamais eu de problème avec Netflix. Mon film américain a été acheté par Netflix. Bon, malheureusement, il a pas été. Il n'est pas sur Netflix Belgique ni France voilà, parce que c'est un canal. Il a été principalement dans les pays dans la zone américaine et asiatique. Mais c'était il y a quelques années. Moi, très honnêtement, j'ai aucun problème avec Netflix. Le problème aujourd'hui, vous savez, du cinéma français et d'expression française sont les exploitants. Les exploitants règnent en maître sur le cinéma français et ils n'ont aucune envie de changer la chaîne, en fait. La chronologie des médias est quelque chose qui leur fait gagner de l'argent. Et de toute façon, c'est un combat qui est perdu d'avance. Netflix arrive, les streams arrivent et ils arrivent en masse. Donc beaucoup de gens vont devoir de plus en plus tourner pour les streams. Et encore une fois, sur mon dernier film Adoration, qui est sorti il y a quelques jours, eh bien, les chiffres, c'est pas fameux, mais je suis certain que si le film avait une sortie sans chronologie des médias, donc une sortie avec salle, VOD, DVD, je suis sûr que ça aurait marché beaucoup plus, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes gens aujourd'hui, quand ils ont entendu parler de quelque chose, ils veulent le voir tout de suite, immédiatement. Ils veulent tout de suite, ils veulent consommer tout de suite le produit. Et donc, moi, j'aurais aucun problème à faire ça. Simplement, voilà, il y a la mafia, le lobby très puissant des exploitants aujourd'hui qui résistent profondément à Netflix. Et on le voit au Festival de Cannes avec les problèmes que Frémaux rencontre par rapport au lobby des exploitants qui refusent absolument que tous les films Netflix intègrent la sélection ou les sélections cannoises. Mais jusque quand, j'en sais rien. Mais c'est un combat vain, c'est sûr. Et personnellement, je n'ai aucun problème à tourner avec Netflix ou Amazon ou Hulu ou qui que ce soit. Je m'en fous. De toute façon, ça arrive pour tout le monde. Et j'aime la salle. J'aime profondément la salle. Mais j'ai grandi en regardant des VHS. Donc, vous savez, parfois, moi, j'assiste à des débats de cinéphiles qui disent « Ouais, la salle. » Ils ont le même âge que moi, ils ont regardé les mêmes choses que moi en VHS, et ils sont là en train de se pignoler sur la salle. Oui, alors la salle, c'est toujours mieux. Les conditions optimales pour voir le... C'est sûr que voir Roma ou Irishman chez soi sur sa petite télévision, c'est un petit peu dommage. C'est bien de le voir sur grand écran. Maintenant, après, voilà, moi j'ai découvert Massacre à la tronçonneuse sur une petite télé comme ça. Ça m'a pas empêché d'avoir la tête retournée, quoi. Encore l'une ou l'autre question? Oui, s'il vous plaît. Je voulais juste savoir quel était le workflow que vous mettez en place quand vous êtes à la recherche des comédiens dans le cadre de vos films. Est-ce que vous leur faites passer des auditions? Il y a des tests en particulier ou ce genre de choses? Alors, le problème avec les comédiens, c'est généralement, les films, il faut les financer. Donc, souvent, il faut des têtes d'affiche. La tête d'affiche, c'est compliqué. Et encore que c'est pas toujours forcément des têtes d'affiche, mais moi je fonctionne au coup de cœur.
Je fonctionne de manière très, très intuitive. Donc quand je cherche des gens, comme par exemple sur Adoration, quand je cherche des enfants, eh ben, je vois énormément de gens. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose, une intuition, quelque chose qui m'arrête. Et c'est souvent comme ça. Et puis après, généralement, pour les rôles secondaires, je travaille souvent avec des amis, avec des gens avec lesquels je partage des choses. Même si c'est parfois, je leur propose toujours les mêmes choses et qu'ils sont pas très contents parce qu'ils se disent putain, faudrait faire un effort, etc. Mais voilà, le casting, c'est une science un peu particulière. Vous savez, c'est parfois les films, il faut les financer, c'est très compliqué. Aujourd'hui, le casting n'est pas forcément une garantie de bonne fin non plus. Et puis après, moi, en tant que metteur en scène, j'ai envie de me confronter parfois avec des comédiens que j'admire. Sur Adoration, je me suis confronté à un acteur que j'admire particulièrement, qui est parfois très très difficile, qui est Benoît Poelvoorde. J'aimerais bien retourner avec lui. C'est compliqué. Je vais y arriver. Mais ça engage beaucoup de moi-même parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que moi, mais en même temps, ce qu'il m'apporte, c'est tout ce que je n'ai pas. Donc c'est quand même un processus de complémentarité, un acteur. C'est quelque chose qui supplée à tes propres manquements, en fait, ou qui va plus loin que le papier, qui va plus loin que toi-même. Donc moi, j'essaie toujours de choisir des comédiens qui m'amènent autre chose, qui arrivent à dépasser ce que j'avais imaginé. Ou alors il y a des fulgurances. Il y a vraiment parfois des fulgurances où on voit des gens, on se dit mais mon Dieu. Mais je mets pas en place des choses qui sont particulières par rapport au casting. Je vois quand j'ai besoin, par exemple, d'acteurs de second rôle, par exemple, sur certains films, et ben là, je fais appel à un directeur de casting et là, je vois des gens. Mais je les vois. Moi, j'aime travailler avec les comédiens. Même en essai, je travaille toujours avec les comédiens. Je donne la réplique, je travaille parce que ça me permet de me confronter en fait aux comédiens. Toujours. Donc, je peux pas t'en dire plus. Bien, y a-t-il encore une question? Oui, monsieur. Sur le tournage excusez-moi de revenir sur cette expérience, mais sur le tournage de Col 45, vous parliez du casting. Est-ce que vous avez vraiment eu votre mot à dire sur le casting ou c'est vraiment un casting qu'on vous a imposé? Non, là j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que j'ai voulu faire le film avec Emmanuel Berset, mais Emmanuel n'avait aucune crédibilité aux yeux de la production. Donc ils m'ont dit, à un moment donné, j'ai tellement insisté pour avoir Emmanuel qu'ils m'ont dit ok, mais on va prendre des grosses vedettes, quoi. Et à l'époque, je voulais absolument Mathias Connard dans le rôle de Joey Starr. Et je me souviens que ces gens avaient pas vu Tête de Bœuf, là, Horoscope, et le méprisaient complètement. Enfin, tu sais, ouais, mais ton acteur flamand, ça va, tu vas pas. Enfin, vraiment. Et j'ai hérité de la clinche, faut dire que c'est quelque chose. Hein. Non, c'est une erreur, c'est une grosse erreur de ma part, c'est une grosse erreur, mais voilà, j'ai fait cette erreur-là, je me suis retrouvé dans un nid, quoi. Enfin, vous savez, encore une fois, c'est ce que quand je vais faire un film, je suis dans un sort d'aveuglement amoureux, quoi. J'y vais pour faire le meilleur film possible, j'y vais pour en découdre et essayer de faire le film le plus abouti et le plus... Mais je me suis rendu compte que c'était pas le cas des gens qui faisaient ce métier. C'est malheureusement très très peu le cas. En fait, je vois beaucoup de gens, ça fait un moment maintenant que je fais du cinéma, je me rends compte que beaucoup de gens font ce métier sans l'aimer véritablement. Ils le font parce que voilà, c'est une manière pour eux d'exister, de gagner de l'argent, mais ils n'ont pas le même attachement. Et c'est à moi, c'est là ma part de responsabilité. J'aurais dû juste me rendre compte de ça, percuter de ça. Et je ne l'ai pas fait, voilà. Et je l'ai payé cher et amèrement. Oui, Simon, c'était un choix. Oui. Simon, c'est un choix et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte infiniment. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui. Il y avait une question là, je pense, monsieur. Oui. Quel est ton rapport à la musique en général?
Bah, j'ai aucune oreille musicale. C'est vraiment un truc de collaboration en fait. C'est-à-dire, c'est comme tout à l'heure, je vous racontais mes collaborations avec le directeur artistique ou le chef opérateur. Ma collaboration avec Vincent Cahet est vraiment un truc très très spécial pour moi parce que Vincent, c'est quelqu'un que je connais depuis l'adolescence. On était au conservatoire ensemble, on était même à l'école ensemble. Hein. On a fait notre 5e et notre étau ensemble. C'est un peu comme mon frangin en fait, Vincent, et que j'ai toujours vu Vincent absolument exceller en musique. Mais Vincent, il a pas cette détermination, donc il est un peu, voilà, il se laisse vivre quoi. Donc moi, j'ai toujours aimé en fait ces mélancolies, enfin la mélancolie de sa musique. J'ai toujours aimé le son qu'il amenait, qu'il portait, qu'il a en lui en fait. Et donc je l'ai toujours, chaque fois, je reviens vers lui et je lui demande de travailler. Donc là maintenant, aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus soutenu, hein, parce que je me vois mal travailler avec quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours un travail en amont, toujours. Comme je racontais avec Emmanuel de Meulemeister, qui a un travail de repérage en amont. Et ben avec Cahet, c'est la même chose. C'est vraiment quelqu'un avec qui on sculpte 2-3 idées. Une fois qu'on a un thème, on le sculpte. Et moi qui suis pas du tout un musicien, qui a absolument aucune oreille musicale, mais j'arrive à me faire comprendre de lui. Et il modèle et il fluctue. Et puis on a il pond énormément de musique pendant le tournage. Parfois je m'en sers, parfois pas. Et pendant le montage, avec Anne-Laure Guégan, la monteuse, on prend ce qui nous intéresse. Et Vincent retravaille sur cette base-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une collaboration qui est assez optimale parce que ce que Vincent a réussi à faire sur Alléluia et encore plus sur Adoration, je trouve que c'est vraiment somptueux, quoi. Je pense qu'il atteint un niveau qui est, à mon avis, assez incroyable, quoi. Y a-t-il encore une question? Oui, madame. Vous avez commencé avec Benoît Deby comme chef-op, et maintenant Manuel Dacos. On voit très fort la différence d'image et de ton, de contraste de couleur. Comment est-ce que vous vous appropriez le travail avec un chef-op? Juste une très forte question dans le cinéma. Non, moi je travaille avec les chefs-op exactement comme avec des acteurs. Après, il y a à un moment donné une connivence qui s'installe. C'est-à-dire que quand j'ai commencé avec Benoît Deby, Benoît était beaucoup plus inexpérimenté. Aujourd'hui, Benoît est un chef opérateur très très connu, mais on expérimentait énormément de choses. On se challengeait tout le temps, c'est-à-dire qu'il y avait toujours la volonté de pousser la pellicule le plus loin possible. Mais je fais exactement la même chose avec Manuel Dacos. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme les couples en fait. On s'essouffle. Avec Deby, bah voilà, on s'est quitté quoi. On a divorcé plus ou moins en bons termes. Hein. On n'a pas et je vis une idylle très particulière avec Dacos parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce qu'on est... En fait, c'est quelqu'un qui a... Bon, alors, Alléluia, par exemple, il était plus vert. Là, aujourd'hui, il a énormément d'expérience et il a beaucoup plus d'acquis techniques. Ça ne veut pas dire que je me repose sur lui, mais je crois qu'il comprend très bien là où je veux aller parfois. Et puis surtout, après, il m'apaise. Manu a une manière d'être avec son équipe et sur un plateau qui est apaisante pour un garçon comme moi. Donc ça ne m'empêche pas de le faire chier. Hein. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Il est là. Ça ne m'empêche pas de le faire chier, hein, de le pousser, de l'emmerder, de lui enlever des sources et de lui compliquer la vie. Parce qu'en fait, je pense que la lumière, c'est aussi parfois... Enfin, je peux être un peu dogmatique sur la lumière. C'est-à-dire que je veux pas qu'on triche. Pour moi, il y a une source et une source. C'est pas une source et un petit truc là du côté pour éclairer le mystère. Tu vois, c'est une source, une source. Et donc voilà. Après, c'est. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'articule et on voit bien en tout cas que il y a une vraie continuité dans le travail. Pour moi, c'est pas. Je ne vois pas de grande différence, en fait. J'ai revu Calvaire il y a quelques jours
à Paris, parce qu'il y avait un truc du Club Joker là-bas. Donc je l'ai revu, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vu. Et puisque j'ai encore en tête Alléluia, Adoration, je vois vraiment une sorte de réelle cohérence artistique, en tout cas. Absolument. Et je vois quelque chose qui touche à la même intemporalité. Et cette volonté d'être hors contexte et de toucher à quelque chose d'intemporel est quelque chose de fondamental pour moi. Parce que ça touche, à mon avis, à quelque chose qui passe mieux le temps. J'ai encore une petite question. Elle nous amène vers la carte blanche, donc des films choisis. Mis à part Massacre à la tronçonneuse, quels sont les titres qui se sont imposés d'emblée, et peut-être un ou deux mots sur le ou les films? Désir meurtrier, à mon avis, d'Imamura, parce que c'est un film que j'aime particulièrement, parce que c'est un film qui est complètement... qui me questionne et qui m'interroge véritablement. Et on vit dans une époque qui est un peu trouble, où la morale est partout, où tout le monde commande tout et n'importe quoi, etc. Alors, bien sûr, il faut être éthique, il faut respecter les gens, leur intégrité, etc. Mais on voit bien qu'on n'est pas que ça, que nous sommes marécage, que nous sommes troubles. Et qui d'autre que Imamura pour mettre en perspective la complexité de la nature humaine. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que Désir meurtrier, c'est quand même une histoire qui est impossible. L'histoire d'une petite boniche qui se fait violer, qui tombe amoureux de son violeur, et en même temps qui va tellement tomber amoureuse de ce violeur. C'est-à-dire que en fait, on est dans l'impossible. Ce qui nous dit, en fait, c'est ça, c'est ce paradoxe-là. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité d'être à deux, de vivre à deux, de vivre en couple, et l'impossibilité de vivre seul. Donc en fait, cette l'impossibilité est partout. Et lui, ce qu'il en fait, il en fait une œuvre de cinéma absolument sublime, transcendée par des acteurs incroyables qui donnent chair à toutes les ambivalences et toutes les ambiguïtés de la nature humaine, tous les paradoxes de la nature humaine, sans aucune certitude, parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement pleins de certitudes, et ça, c'est insupportable. Il y a quelque chose là-dedans, dans la certitude, et je le vois bien, moi, quand je vais présenter, par exemple, modestement... Adoration en salle ou en avant-première. En fait, ce que certaines personnes ne supportent pas, c'est l'incertitude. C'est le fait de dire « Ah, j'ai aimé, j'ai pas aimé, allez, allons manger, chérie. » Non, moi, je veux pas ça. Je veux qu'ils puissent continuer à table, à parler, à débattre, à ne pas être d'accord, à se dire « Mais non, mais tu sais, c'est qu'il y ait des disputes, mais pas la dispute au sens noble, de pouvoir juste confronter, en fait, les choses. » Tout est complexe, en fait. Nous sommes complexes. Nous sommes tout et notre contraire. Et c'est ce que, très modestement, mais avec beaucoup d'ambition, j'essaie de faire dans mes films. Pour ça que je suis de plus en plus attaché aux metteurs en scène du passé, parce que... Alors, ça ne fait pas de moi un nostalgique et un passéiste, mais il y avait une complexité, c'est-à-dire qu'on arrivait à rendre compte de manière plus noble, plus digne et moins de certitude sur la complexité de notre propre nature et de notre propre ambivalence, quoi. Une très belle conclusion. Merci infiniment. Merci Louis. Merci à vous pour votre attention et vos bonnes questions.